toutes les batteries sont mises en marche par la CENI pour avoir les élections. Est-ce dans le délai? L'avenir nous en dira un peu plus. Processus électoral en République démocratique du Congo, publication de listes et de partis politiques et règlements ayant atteint le seuil électoral, justement, le seuil de recevabilité par la CENI, sans le FCC, encore moins la MOUCA. Est-ce que ces élections vont-ils se tenir justement dans le délai? Parce que la CENCO et les CC également exigent un audit citoyen, question de mettre d'accord toutes les parties prenantes. Et puis, un autre sujet retenu pour cette émission, nous allons parler de la table ronde sur l'état de siège qui débute C14 jusqu'au 16. Est-ce que l'état de siège à l'est de notre pays, dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, sera justement levé? Pour quelles raisons? Nous allons évoquer toutes ces questions avec notre invité. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Semel 13 Télévision. Nous sommes lundi 14 août 2023. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, messieurs, Eloge Mwandwe. Il est cadre du parti politique AFDC et du professeur Modeste Bahatulou-Kobo, un parti politique justement avec ses alliés qui ont aligné 479 candidats aux élections de ce 20 décembre. Monsieur Loge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Dan. Et merci pour votre invitation. Et bonjour Madame Tania. Oui. Vous voyez, je suis un peu intimidé devant sa beauté. Oula. Mais on va tenir. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. D'accord. Merci beaucoup, Madame Tania, avec moi à la co-présentation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan. Toujours un plaisir de co-présenter Semel chez vous avec toi. Bonjour Messieurs Loge, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très bien. Alors c'est parti pour ces 45 minutes d'échange avec notre invité, Messieurs Loge. Je suis tombé sur un article où vous êtes en train de décrire justement la gestion de la province du Haut-Katanga par le gouverneur Jacques Kiaboula. Vous avez même saisi le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour dénoncer ce qui se passe. Dites-nous en quelques minutes quelle est justement cette motivation? Quelle est votre motivation? Pourquoi avez-vous saisi le Premier ministre? Est-ce qu'il vous a répondu? Et qu'attendez-vous justement de ce dont vous l'avez demandé? En fait, nous sommes un peu préoccupés par le silence qui entoure le Premier ministre, étant fils de la province du Haut-Katanga. Et aussi, nous avions pas seulement saisi le Premier ministre, aussi le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et décentralisation, son Excellence Peter Kazadi, parce que on ne peut pas comprendre une province comme le Haut-Katanga aujourd'hui qui se retrouve dans une situation complexe, compliquée. Une province qui est incapable d'investir dans quoi que ce soit. Une province qui est incapable aujourd'hui de construire, ne fût-ce que même une salle de classe. Une province qui est incapable de projeter l'avenir. Donc nous sommes obligés de stopper, ou encore on est obligé de commencer carrément à préparer ce qu'on a vu les années précédentes avec l'exode de nos compatriotes qui venaient de Kasaï. Et c'est ce qui est en train déjà de se faire aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga. Vous avez des Haut-Katangais qui sont en train de quitter le Haut-Katanga pour la province du Lalaba. Et certains vont en Zambie. Vous avez certains compatriotes du Haut-Katanga qui viennent au Haut-Katanga juste pour le travail, mais qui vont dormir en Ndola, à Kitwe, en Zambie. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses normalement qui devaient attirer l'attention du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et aussi attirer l'attention du premier ministre étant fils de la province du Haut-Katanga. Mais malheureusement, on ne voit pas cela. C'est pour ça que nous nous sommes dit en tant que leader
du coin de ce pays, et en tant que politique, et politique bien sûr avec des ambitions pour gérer cette province du Haut-Katanga, nous nous sommes dit il est temps que le gouvernement central puisse s'impliquer dans la situation du Haut-Katanga avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez dit qu'il y a le Congolais du Haut-Katanga qui quitte le Haut-Katanga pour aller vivre au Lualaba. C'est pour quelle raison? Est-ce c'est pour des raisons d'insécurité ou alors de famine? Déjà, la première raison, c'est la famine. Okay. La première raison, c'est la famine. La deuxième raison, c'est que la province du Haut-Katanga n'arrive pas à donner, à rassurer l'avenir de la jeunesse haut-katangaise. Aujourd'hui, la province du Haut-Katanga, elle n'a pas de perspective pour l'avenir par rapport à ceux-là qui sont en train d'étudier aujourd'hui. Donc, vous terminez vos études au niveau de la province du Haut-Katanga, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Et alors que nous sommes une province naturellement minière, une province agricole, mais aujourd'hui c'est une province, on ne sait même pas la catégoriser. S'il faut la catégoriser sur le plan minier, combien de mines nous avons? Parce qu'on a vu de mines en train de fermer chez nous au Katanga. On a vu des usines qui sont en train de fermer au Katanga. Et aussi, pas seulement ça, c'est que vous retrouvez où il y a l'aspect sécuritaire où les gens, vous savez que vous pouvez travailler au Katanga, vous avez de l'argent au Katanga, mais parce que vous craignez pour votre vie, vous êtes obligé d'aller habiter en Zambie, vous logez votre famille en Zambie, en Ndola, à Kitwe, donc de l'autre côté de la frontière de Kasumbalesa. Donc les tout dans l'ensemble fait de sorte que la province, elle est quasiment pas gouvernée. Donc l'autorité de l'État n'existe pas dans cette partie du pays avec la gestion que nous sommes en train de voir dans cette province. Alors vous avez saisi le Premier ministre dans le but de faire quoi? De sanctionner le gouverneur Jacques Yabula, et surtout que nous sommes proches des élections. Est-ce que vous pensez que son intervention, justement, parce que vous décriez le fait qu'il est silencieux, justement, vis-à-vis de la mauvaise gestion dans cette province, mais son apport, justement, c'est pourquoi. Et aussi, nous sommes proches des élections. Pourquoi ne pas attendre juste après les élections, et peut-être on peut la province de là peut désigner justement un autre gouverneur, question de le remplacer directement? Non, en fait, nous, notre souhait, ce n'est pas de voir directement changer un individu par un autre, remplacer un individu par un autre individu. Nous ne parlons pas d'individu, nous parlons de la gestion en termes généraux de la province. Parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui au Katanga, mais concerne moi comme au Katangais, concerne l'actuel gouverneur comme au Katangais, concerne le Premier ministre comme au Katangais, concerne le ministre de Pétantique comme au Katangais, concerne autant de députés nationaux que provinciaux. C'est à ce titre que nous sommes en train de demander à ce que chacun puisse essayer d'apporter, de voir comment on peut trouver des solutions à cette situation aujourd'hui de la province du Haut-Katanga. La province est ingouvernée. Donc, il y a un gouverneur, bien sûr. Il y a un gouvernement provincial, bien sûr. Et comment vous allez comprendre qu'il y a des produits de cuivre, donc des conteneurs de cuivre qui ont disparu dans la nature. Et là, quand on regarde dans les réseaux sociaux, ce sont les alliés, je ne sais pas, du gouverneur qui sont en train de jeter la faute sur l'ancien ministre de l'Intérieur, ministre provincial de l'Intérieur, et soit ce sont les alliés de l'ancien ministre de l'Intérieur qui sont en train de jeter cela sur la responsabilité sur le gouverneur, que non, c'est le gouverneur et ces gens à lui qui ont volé ces produits. Alors, tout cela ne rassure pas
les investisseurs, ne rassure pas les hommes d'affaires. Et tout cela ne rassure pas les Congolais lambda qui veulent quitter chez eux le matin et rentrer tranquillement chez eux, alors qu'il y a de cela quelques mois où on retrouvait des corps sans vie dans des sacs aux côtés des rivières, aux côtés des routes, et tout ça, ce sont des choses que nous devons en parler. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la province du Haut-Katanga doit se considérer de la province du Haut-Katanga ayant le premier ministre de ce pays. C'est la province qui devait être une province modèle dans le sens de la gestion, et aussi vu que le gouverneur même de la province est membre, qui s'est déclaré membre de l'Union sacrée. Donc c'est là où nous devons voir réellement la bonne gestion de l'Union sacrée, c'est dans une province comme le Haut-Katanga. Alors Monsieur Loge, aux dirigeants de cette province, qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Vous comprenez, madame, en fait, je ne suis pas en train de reprocher un individu ici. Je ne suis pas en train de reprocher... Parce que vous parlez de la gestion. Je parle de l'ingouvernabilité. Je ne parle pas de la gestion. De la gestion. Non, je parle de l'ingouvernabilité. La province, elle est ingouvernée. Mais pourtant, il y a des autorités. Oui, mais on ne sent pas l'autorité de l'État au niveau de cette province. Mais là, au niveau de cette province, là, on fait allusion au gouverneur, Jacques Yaboula. Il faudrait les dire, messieurs. Comme on peut faire allusion à un maire de la ville. Parce que la province du Haut-Katanga, je vous informe, a 3 villes. Voilà. Mais néanmoins, puisque vous voulez qu'on parle d'individus, mais moi personnellement, si je dois vous dire ce que je suis en train de voir au niveau de la province du Haut-Katanga, je vous assure que les individus qui aujourd'hui sont à la gestion de cette province ne sont pas à la hauteur. Si c'est ça que vous voulez que je puisse vous dire. Pourquoi? Parce que rien ne marche dans cette province. Comment vous allez me dire, pendant 4 ans, nous sommes la seule province qui n'a rien construit. Rien, absolument rien. Et alors que c'est une province riche, reconnue par tout le monde. Nous n'avons rien construit. Il n'y a aucune infrastructure publique, sociale, je ne sais pas comment on peut vous le dire. On n'a rien construit. Et aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, Madame Tania, la province du Haut-Katanga est endettée, extrêmement endettée. Donc les Hauts-Katangais sont en train de naître aujourd'hui avec des dettes qu'on a laissées, et l'Assemblée provinciale est incapable même de nous montrer sur papier la hauteur de la dette que nous devons à des banques commerciales de la RDC. La province aujourd'hui est incapable même de prendre un découvert à une banque. Juste pour vous dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est fait de bon au niveau de cette province. Et c'est regrettable au fait. Et vous, en tant qu'acteur politique, vous avez de perspectives de sortie de crise de la province du Haut-Katanga? Vous y avez pensé? Oui, nous, au jour d'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est juste dénoncer, c'est parler. Parce que nous n'avons aucune responsabilité de gestion jusqu'aujourd'hui. Et voilà pourquoi, avec l'arrivée des élections, l'approche des élections, nous espérons nos compatriotes du Haut-Katanga, notamment ceux de Likasi, parce que ma circonscription naturelle est la ville de Likasi, vont me faire confiance à ce que je sois un élu de ce coin, et pour permettre à ce que nous ayons maintenant à obtenir des responsabilités afin d'échanger, de changer la vie de cette province. Alors là, parler d'un nouveau départ pour le Haut-Katanga. Donc nous présentons comme ces candidats au niveau législatif, provincial, nous nous présentons comme ces candidats du nouveau départ. Et le nouveau départ, c'est une grande famille de Congolais du Haut-Katanga qui se réunissent pour changer, pour donner de nouvelles perspectives pour cette province. Très bien, merci beaucoup. Le message est passé au Premier ministre de pouvoir vous répondre certainement. Merci beaucoup. Je l'ai dit, de l'entame de cette émission, 479 candidats alignés pour le compte du parti politique, le regroupement AFDC et alliés. C'est vrai, félicitations au président de ce parti, mais
on publie le liste sans le FCC, encore moins la MOCA. Martin Fayoul, de son côté, reste très décisif et veut l'audit externe du fichier électoral. Mais avant tout, messieurs Loge, félicitations à vous, comme je l'ai dit. Quelle lecture faites-vous de la publication de cette liste par la CENI? Merci pour les félicitations que vous nous présentez. Bien sûr, ce n'est pas seulement Monsieur Loge. Je crois que la personne à qui on doit présenter cela, c'est notre autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est le président du Sénat. Et aussi, nous avons un autre regroupement, de notre grande famille de la FDCA, qui est AEDC et Alliés. Là aussi, d'ailleurs, ce regroupement est 4e, juste après l'UDPS, en termes de candidats. Donc vous voyez que aujourd'hui, la liste là vient seulement confirmer ce que nous ne cessions de dire à tout le monde par rapport à la personne de Modeste Bahati Lukwebo. Un monsieur qui aujourd'hui est attaqué de tous bords par ses détracteurs, tout simplement parce que c'est un monsieur qui sait bien organiser les choses, il sait bien faire les choses. Et voilà, nous autres, nous sommes de cette école et nous espérons vraiment que plus nous évoluons, plus un jour on trouvera en nous d'autres Bahati Lukwebo dans le sens de l'organisation. Et comment avez-vous reçu cette nouvelle? Non, c'est avec flatterie, nous sommes très contents. Déjà, être le premier regroupement de la République démocratique du Congo, donc la première force politique de la République démocratique du Congo, lorsqu'on regarde des élus et lorsqu'on regarde en termes de représentativité partout en République démocratique du Congo, nous sommes dans tous les 145 territoires et villes et autres cités. Donc, pour nous, la liste ne vient que confirmer ce que nous sommes. Donc nous sommes contents. Il reste que vous fassiez vos preuves sur le terrain maintenant pour Maman, vous savez, nous sommes la première force politique du pays. Ce qui signifie qu'on a fait des preuves en 2018. Et pour nous, ce que nous avions déjà vécu en 2018, nous savons ce que nous attendons en 2023. Et je vous assure, le résultat sera au-delà je suis sûr, au-delà de nos attentes. Et puis, une chose que vous devez savoir, en termes d'élection, l'AFDC a grandi. Il n'y a que 2 partis aujourd'hui qui peuvent au moins dire ils ont participé à 3 cycles électoraux, donc bien sûr, non, plutôt 3. Oui, 3. Il y a 2006. L'UDPS en 2018 et 2010, 2011, 2018 et maintenant 2023. Il y a le MLC. D'ailleurs, le MLC c'est 4. Oui, 4. Depuis 2006, 2011. L'UNC 2011, 2018 et puis 2023. Et nous, parce que le PPRD qui devait aussi être parmi. Bon, vous connaissez vous-même. Donc c'est juste pour nous montrer que la liste vient conforter notre position politique dans ce pays. Et voilà, ici je vais lancer encore un appel aux jeunes gens qui ont l'ambition d'aider ce pays, de servir la République, la seule famille politique qui a l'avenir, la seule famille politique
qui peut rassurer, qui peut garantir leur ambition, c'est la FDC. Donc la porte est ouverte. Rien que la FDC, parce que nous vous avons vu premier sur la liste. Non, pas parce que nous sommes premiers sur la liste, nous sommes premiers dans tout, maman. Je vous dis, en termes de représentativité nationale, nous sommes partout en RDC. Première force politique du pays. Très bien. Aujourd'hui, sur la liste de la CENI, nous sommes numéro 1. Donc, je ne sais pas si demain encore, M. Nathan peut organiser quelque chose pour évaluer les partis politiques. Nous serons toujours premiers. Alors, à ce titre, ceux-là, les jeunes gens qui veulent se lancer en politique, qui ont des ambitions pour servir cette République, et le seul parti qui peut garantir leur ambition, c'est nous. S'ils veulent réussir, bien sûr, c'est la FDC. Voilà pour la raison pour laquelle moi je suis en train de prêcher que le Haut-Katanga puisse permettre à ce qu'une seule fois que l'AFDC dirige cette province. Et vous verrez la magie qu'il y aura. Très bien. Vous m'avez demandé certainement de lancer justement, je voulais faire vous-même vous défier pour savoir est-ce que l'AFDC est aussi premier en termes de gestion. Ici je fais allusion justement aux prouesses de l'autorité morale lorsqu'il était ministre. C'est vrai, on va revenir prochainement pour savoir si vous êtes toujours premier. Alors, si vous voulez ça, je vais vous le donner. Prochainement. Ok, il n'y a pas de problème. Très bien, merci. Alors monsieur Loge, vous êtes premier, c'est vrai, vous félicitez, mais que dites-vous lorsque vous voyez qu'on publie la liste sans le FCC, encore moins la Mouka du côté Fayoulou, parce qu'il faut rappeler que Fayoulou, en 2018, selon le résultat de la CENI, il était deuxième, et puis le candidat du FCC était troisième aux élections de 2018. Mais en 2023, ils ne sont pas dans la liste. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est leur choix démocratique, nous respectons. Et peut-être ils savaient qu'ils auront à subir le même sort que le regroupement qu'appartient à l'autre là, le monsieur Mbikaï. Steve Mbikaï, oui. Qui n'a présenté qu'un seul candidat. Oui. Ils ont vu qu'eux aussi seront dans la même situation. Bon, ils se sont décidés de ne pas se présenter. Et puis, une autre histoire. Vous savez, quand on parle du FCC, qui est l'autorité morale, bon, est-ce que ça lui dit encore la politique congolaise alors qu'il lui il est en retraite? Non, il n'est pas en retraite. Non, étant père de la démocratie en quelque sorte, du fait c'est celui qui a organisé les élections, il a fait... Évitez de commettre des erreurs à père de la démocratie. Bon. Oui, il a organisé les élections, n'était ça. C'est la CENI qui organise les élections dans ce pays. Oui, mais... C'est la CENI qui organise les élections. Justement. Et la CENI organise les élections parce que la CENI bénéficie de l'argent du contribuable congolais. Et ce n'est pas un individu, c'est constitutionnel. Donc, vous n'allez pas me dire que votre père de la démocratie, il est constitutionnel. Il est entré dans le processus, mais c'est logique, il faut le reconnaître. Non, comme nous tous, nous sommes entrés dans le processus. Nous tous. Ce n'était pas la volonté. Non, madame, ce n'était pas la volonté d'un individu pour que nous nous retrouvions aujourd'hui en train de reconnaître. Non, mais il faudrait reconnaître, monsieur Loge, parce que vous aviez ici parlé de 3 cycles électoraux, mais c'est avec Kabila, il faudrait le reconnaître. Non. C'est vrai, nous ne faisons pas l'apologie ici des Kabila, mais nous voulons savoir, parce que l'intérêt ici, c'est que toute personne puisse participer aux élections, monsieur Loge. Non. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous aviez ici dit que peut-être ils ont eu peur de ne pas être capables d'aligner le candidat. Pourtant, je rappelle, le FCC et la Mouka, Fayoulou, exigent l'audit externe du fichier électoral. C'est ça, raison pour laquelle ils n'ont pas voulu aligner les candidats. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Monsieur Nathan, vous savez qu'il y a une période dans ce pays, je voyais ça à la télévision, même ici chez vous, vous aviez eu à recevoir des gens qui vous ont dit que la campagne de 2018, c'est Katumbi qui avait donné l'argent. Les autres qui vous disent non, c'est Mouzito. Les autres, oh non, bon, Fayoulou avait des partenaires. Mais personne n'a déjà dit que Fayoulou lui-même avait donné l'argent pour la campagne de 2018. Mais maintenant, aujourd'hui, Mouzito s'aligne. Vous supposez que c'est un problème d'argent. Mais il se retrouve seul. Ça peut être aussi une des raisons. Il regarde, il dit, bon, mes sponsors n'étant pas là,
Donc carrément. À cette question-là, ils ont répondu et c'est pas ça, c'est pas l'argent le problème. Ah mais et Sidi a répondu à cette question. Il a dit que le seul problème c'est l'audit du fichier. Non, moi je n'ai pas confirmé. J'ai dit peut-être ça peut être aussi ça, parce que à un certain moment on a vu Francis Kalombo. Vous connaissez Francis Kalombo, il était même ici. D'ailleurs, je me rappelle bien, c'était dans une émission avec le DG Louis France, où il a confirmé que Moïse Katumbi, c'est Moïse Katumbi qui a donné l'argent de la campagne à Martin Fayoulou. Bon, si cette hypothèse est vraie, et aujourd'hui Moïse Katumbi n'est pas avec Fayoulou, donc Fayoulou n'a plus d'argent. Alors il va faire campagne comment? Aujourd'hui peut-être, il espère, ça peut être vous, moi, on met nos contributions, on lui amène, il va venir entrer dans le processus électoral. Et puis, parce que vous parlez du fichier, ça c'est un faux débat. Nulle part, et ça je ne cesse de le dire, nulle part dans les lois congolaises ou encore dans la législation congolaise, il est mentionné que on doit procéder à un audit externe du fichier électoral. Ça n'existe pas. Donc, si du moins M. Martin Fayoulou pouvait nous amener de quoi ça, de conditionnalité ou je sais pas, des prérogatives, je sais pas, qui tient à la Constitution. Là, au moins, nous pouvons comprendre. Mais et non pas être là et venir nous amener une histoire par rapport au fichier électoral. Le fichier électoral, c'est la CENI elle-même, à son sein, elle analyse l'importance et l'utilité. Mais ce qui est recommandé, c'est quoi? C'est quoi ça? La publication des listes. Chose que la CENI n'a pas fait. Chose que la CENI a promise. Une promesse. Oui, non, elle va le faire. Quelques mois des élections. Je crois, j'ai oublié, c'est tout simplement. Plus tard, avant les élections. En tout cas, la CENI a confirmé ça. Et même, j'ai suivi le premier vice-président de la CENI, monsieur Manara, qui a dit encore ça, qui a confirmé ça, que la CENI va publier la liste. Mais en retard justement. Le retard dépend de qui? De la CENI justement, parce non, que rien n'atteste et que de personnes qui doivent voter. Non, il n'y a aucun problème de retard. Rien n'atteste que moi, personnellement, moi Nathan, je vais voter. Et si peut-être un mois avant les élections, on publie la liste. À un mois avant les élections, c'est que la CENI, responsable qu'elle est, elle doit déjà s'organiser pour que ceux-là qui ne figurent pas sur les listes puissent aller reprendre le processus et qu'ils soient intégrés dans le processus. Est-ce que vous pensez en un mois ça serait possible? Surtout qu'on a vu déjà avec l'opération d'enrôlement, c'était un problème, un casse-tête dans le centre d'enrôlement. Mais on l'a fait. Mais c'était en plus de 2-3 mois. On l'a fait. On l'a fait, oui ou non? 2-3 mois. Mais en un mois maintenant, on l'a fait. Que ça va passer? Non. Vous savez, il ne faudrait pas être pessimiste jusqu'à ce point. Mais on ne faudrait pas être de fait passer, justement. Il n'y a aucun fait là où vous êtes en train, il y a aucun fait que vous êtes en train d'évoquer. La vraie situation sur terrain, c'est quoi? C'est que ici, et M. Martin Fayoulou et Eloge Mwandwe n'ont pas d'entrée dans la CENI. La CENI étant indépendante, elle fait son travail dans l'indépendance lui dotée par la Constitution. Donc ça n'a rien à voir avec l'appartenance, ça n'a rien à voir avec l'assentiment de Loge Mwandwe ou de Martin Fayoulou. Fichier électoral ou quoi, la CENI est indépendante et nous devons respecter ça. Nous devons respecter. Vous savez, il y a une chose ici. Lorsque la CENI, aujourd'hui, moi je vous informe, si la CENI aujourd'hui dit ok, nous acceptons l'histoire de quoi ça, de refaire cette, le fichier électoral. De refaire l'audit externe du fichier électoral. Mais moi par exemple, je vais trouver ça suspicieux. Pourquoi? Donc la CENI commence à faire les choses selon que Fayoulou veut.
Alors, Non, mais Et monsieur du coup, elle n'est plus indépendante. Monsieur Loge, moi, mon inquiétude à ce stade est que... Moi aussi, je serai inquiet si elle Laissez-moi permet vous ça. poser quand même des questions, monsieur Loge. Ne vous fâchez pas. Non, On je va ne me fâche calmement. pas, je vous Très dis. bien. Alors, Je vous dis la logique des choses. Alors, monsieur Loge, moi, ce qui m'inquiète à ce stade est que vous aviez ici rappelé que ce n'est pas constitutionnel pour, et ce n'est pas une obligation pour la CENI. Ce de n'est pas pouvoir une obligation faire audit, constitutionnelle. Mais ce sont de bonnes pratiques qui ont été déjà faites. En droit, on parle de la jurisprudence. finalement, bon. Et aussi, monsieur Loge, ce sont des organisations qui font cet audit. Mais cette fois-ci, on a vu des individus sélectionnés par Denis Kadima. Non, attendez. Les individus sélectionnés par Denis Kadima. Kadima. Ces organisations-là, elles sont constituées des individus, non? Justement. Sélectionnés par quelqu'un. Non? Justement, non, mais c'est une organisation, et si peut-être il faudrait faire un recours, on sait que c'est une organisation bien assise et on peut faire de recours. Mais par contre, ici, on a en face de nous des individus qu'on ne sait pas comment ils évoluent et ils fonctionnent, justement. Non. Chaque individu a un CV. Et ça, je vous assure, tous les détracteurs de Denis Kadima, quand on leur pose la question par rapport aux individus là, dites-nous, de tous ces individus, quel est l'individu qui n'a pas l'expertise électorale? Eux tous vont vous dire non, ce sont des gens, non, ce sont des experts électoraux. Et tous. Et au fait, nous sommes d'accord sur ça. Il ne s'agit pas des compétences. Il s'agit tout simplement d'un agenda à faire traîner les élections, ou soit d'un agenda à nous conduire au glissement. Et surtout, sachant que ces gens-là n'ont plus d'argent pour faire campagne, parce que ceux-là qui ont financé leur campagne en 2018 ne sont plus avec eux. On va revenir. Mais une autre inquiétude, avant de donner également la parole à Mme Taner parce qu'elle est impatiente. Monsieur Loge, on a vu la CENI contacter l'opposition, enfin contacter le 4 candidats de l'opposition, notamment Fayoulou, Matata, Délice Sanga, Moïse Katumbi. Elle a également, la CENI, justement par le biais de son président, Denis Kadima, a échangé également avec Adolphe Muzito. C'est vrai, c'est une bonne chose. Et avait même voulu échanger également avec Kabila, chose que le FCC a rejetée. Mais mon inquiétude à ce stade est que pourquoi Denis Kadima n'a pas échangé avec l'Union Sacrée? Parce que toutes sortes de parties prenantes à ces élections. Mais la CENI a voulu simplement échanger avec les opposants et non l'Union Sacrée. Pour quelle raison? Non. Parce que pour nous, l'Union Sacrée, nous sommes bien éduqués. Lorsque la CENI nous a présenté le tableau et la CENI nous a montré la marche à suivre, nous savons. Parce que ça n'a rien à voir avec... Donc tout est parfait. Non, pas que tout est parfait. Nous acceptons. Parce que ce n'est pas notre travail. Mais les autres, eux, comme ce sont des gnosologues, ils veulent montrer à la CENI comment travailler. Alors, vous vous retrouvez dans une situation où la CENI, elle s'est dit, bon, ok, comme vous n'acceptez pas assez que j'ai l'expertise pour faire ce travail, je viens maintenant vers vous. Comme ça, vous puissiez me dire où est-ce que j'ai fauté, comment je dois améliorer et tout et tout. Et malheureusement, ces gens arrivent devant Denis Kadima. Au lieu de lui parler des élections, on commence à lui parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Loi électorale, ce n'est pas Denis Kadima. Au lieu de parler des élections, on commence à lui parler de la constitution de la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas Denis Kadima. Laissez Denis Kadima faire son travail. Il est dans son indépendance. Et respectons l'indépendance parce que c'est constitutionnel. Alors, Monsieur Eloge, vous avez dit que vous trouverez ça un peu suspicieux que si seulement la CENI était d'accord d'auditer le fichier. Et que diriez-vous du moment où la CENI refuse d'auditer, de faire un audit externe du fichier électoral? Et là, vous ne vous dites pas qu'il peut y avoir quelque chose, genre, je parlerai de anguille sous roche. Sinon, il aurait carrément fait question de mettre tout le parti prenante à l'aise et leur permettre tous de participer au processus. Vous savez, déjà, la première chose, je n'ai pas dit que je ne serais pas content si la CENI procédait à la demande... Ça créerait une méfiance. Accéder à la demande de Fayoulou
Mais je trouverais ça suspicieux. Pourquoi? Parce que elle a déjà fait l'audit externe avec des experts qui sont venus de partout au monde. De partout au monde, des experts. Ils sont venus, ils ont fait l'audit du fichier, il a été approuvé. Alors, si on doit refaire ça pour la deuxième fois, moi je trouverais ça bizarre. Voilà un peu mon inquiétude. Mais aujourd'hui, nous attendons la publication des listes. C'est tout simplement ça, il n'y a rien d'autre. Parce que tout ce qui va... Si la CENI ose faire autre chose pour satisfaire les individus, les politiciens, ou encore il y a d'autres personnes là, au lieu de faire leur travail, maintenant ils commencent bientôt, aujourd'hui ils sont au niveau de la CENI, je ne sais pas, demain ils vont faire aussi l'armée, ils vont aller dire à Jean-Pierre Bemba ce qu'il faut faire avec l'armée, après, bon, malheureusement ils sont seulement à la CENI. Mais si la CENI commence à suivre les caprices de tout le monde, elle n'est plus indépendante. Si la CENI doit aller... Moi, personnellement, j'étais très content que le président Denis Kadima ait rencontré les leaders politiques. Mais il fallait que ça s'arrête aux élections. Mais on l'amène dans un autre débat. Donc c'est juste pour vous dire que ce sont des faux débats. Allons aux élections. C'est tout. Allons aux élections. Vous pensez que le fait pour Martin Fayulu de demander l'audit externe du fichier n'a pas sa place d'être, au fait? Moi, je trouve un peu mon grand frère Martin Mais il est Fayulu. parti d'une chronique où il dit que l'OIF a refusé d'auditer le fichier parce que le temps qu'il avait demandé, la CENI avait trouvé que c'était beaucoup. Alors, quand il a fait venir les 5 experts qui sont venus ont audité le fichier pendant 3 jours et ils trouvent que c'est pas suffisant pour faire un audit réussi ou qu'on peut considérer par toutes les classes. Non, moi je commence à trouver un peu la position de Martin Fayulu un peu... Monsieur Le, c'est une question de élections crédibles, inclusives, transparentes. Non, c'est pas question de sentiments de gens. Il vous dit d'abord, il n'est pas intéressé par les élections. C'est pour vous dire quoi? Non, mais il n'a pas dit ça. Il a précisé. Non, permettez que je termine. Permettez. Martin Fayulu, il sait que, selon lui, il sait que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est président de la République pour 5 ans, n'est-ce pas? Nous tous nous le savons. Mais Martin Fayulu dit, moi, je suis opposant. Opposant à qui? À Félix. Donc, il dit qu'il est résistant. Bon, résistant ou quoi? Donc, dès qu'il y a les élections, c'est pour qu'il se présente pour faire tomber l'autre, n'est-ce pas? Oui. Mais il refuse de se présenter. On reste avec quelle option? Parce que... Non, permettez que Tshisekedi continue. Alors là, moi je commence à trouver Martin Fayulu plus Tshisekedi que nous autres qui sommes à l'Union sacrée. Mais il a parlé de 5 fraudes électorales. De 7 plutôt. Non, il n'a pas parlé de 7 fraudes. Il a parlé de 7 épisodes. 7 épisodes, voilà, pour préparer une fraude électorale. Je crois que mon vieux, il lève trop novelas. Bon, ça c'était juste pour rire. Mais néanmoins, j'ai comme l'impression que mon vieux Martin Fayulu n'a rien d'autre à offrir aux Congolais. Et peut-être, il s'est dit, l'actuel président, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a mis la barre très haut. Alors, ça ne sert pas. Laissons-le seulement finir son 2e mandat et puis nous allons revenir. Je crois que Martin Fayulu est dans cette optique. Je crois. Alors, tout ce il essaie de faire à gauche, à droite, bon, malheureusement, et puis je trouve quand même bizarre, donc SID,
quand vous suivez tous ceux qui sont en train de déplorer là, c'est seulement par rapport aux élections présidentielles. On oublie qu'il y a aussi les élections législatives. Et je me demande, qu'est-ce que mes compatriotes, membres de l'ECD, avec des ambitions à être députés nationaux, provinciaux, on est en train de les sacrifier carrément comme ça pour satisfaire le bon vouloir ou le bon désir d'un individu. Non, si c'était une décision qu'ils ont pris en commun accord, il n'allait pas y avoir des départs qu'il y a eu ces derniers temps. Monsieur Martin Fayulu s'est imposé. Là, c'est vous qui le dites. Mais non, mais ils l'ont dit. Il y a l'honorable Ados Dombassi, il l'a dit. Il est le seul, juste là, de manière officielle, à avoir quitté, de manière officielle. Non, alors, mais moi, je connais, il y a beaucoup. Je parle de l'officiel, merci. Alors, monsieur Loge, vous dites que vous trouverez suspicieux si la CENI acceptait de refaire l'audit du fichier électoral. Pour satisfaire un individu. Tout comme l'opposition également trouve suspicieux le fait pour la CENI d'avoir échangé qu'avec eux et non l'Union sacrée. Alors, monsieur Loge, que dites-vous de cette fois-ci la SENCO et les CC qui ont également qui se sont décidés justement de parler un peu de ce processus électoral, de parler du fichier électoral, et puis ils se disent prêts à accompagner la CENI à un audit citoyen. Est-ce que vous pensez que la crédibilité de l'ECC et la crédibilité de la SENCO que le Congolais, enfin la crédibilité que le Congolais accorde justement à l'ECC et la SENCO pourrait permettre aux politiques également d'en profiter pour faire un audit sérieux, question de mettre toutes les parties prenantes et puis voir maintenant si Fayulu sera capable cette fois-ci d'aligner des candidats, au regard peut-être de moyens qu'il n'en a pas, comme vous le dites. Vous parlez de l'audit populaire citoyen. Et citoyen plutôt, l'audit citoyen. L'audit citoyen, c'est ça même la publication de listes. Je ne vois pas, parce que quand on parle de citoyens, donc c'est nous tous, nous devons aller auditer. Et pour auditer, c'est lorsqu'on va publier, nous allons voir. Donc carrément, pour moi, je suis d'accord avec la SENCO, la et le CC, qui sont d'ailleurs des organes, comment on appelle, d'observation. Et de la société civile, justement. Oui, de la société civile, d'observation des élections. Donc la SENCO est dans son rôle, le CC est dans son rôle. Et puis, si vous voyez, au début, la SENCO et le CC avaient d'abord refusé l'équipe Kadima. Mais vous voyez qu'il y a amélioration dans leurs propos, ou encore il y a un changement. Donc vous comprenez que la SENCO, petit à petit, et les CC, petit à petit, ils sont en train d'entrer dans l'objectivité même de la tenue des élections, au lieu d'entrer dans le bon vouloir des individus, des politiciens qui étaient en train de faire marcher les prêtres à gauche et à droite. En fait, j'ai trouvé ça trop mal. Parce qu'il y avait des prélats qu'on a menés, je sais pas, à Lubumbashi, et puis après un moment, on les amène à Kisangani. Non, quand même, respectons nos pasteurs. Très bien. Donc aujourd'hui, je comprends que la SENCO et l'ECC, elles ont parvenu à entrer maintenant dans leur rôle d'observateur électoral. Et là, comme observateur électoral, c'est bien. Et je les encourage. Donc l'audit, là, vous me dites, c'est l'audit citoyen. Et cet audit citoyen, c'est lorsque Madame Tania, Monsieur Nathan, moi-même, iront auditer. Non, certainement, il y aura une sélection. C'est pas non, mais non. Il y aura une sélection. Le politique, la société civile, le religieux, ainsi de suite. Non. Ça, c'est là où moi, je suis en train de trouver suspicieux. Très bien. Merci. Nous voulons... On va y revenir. Nous voulons... Moi, je suis de ceux-là qui veulent assez que nous respections notre constitution à la lettre. Et respecter notre constitution à la lettre, c'est respecter d'abord l'indépendance de la CENI. Merci. Très bien. Deuxième sujet, madame, messieurs, merci. La confiance renouvelée à CML13 Télévision, ça tire à bout portant. Avec notre invité, c'est vrai, ça doit chauffer comme ça, c'est très bien. Alors, nous parlons de la table ronde sur l'état de siège. La société civile de l'Est
voulait à ce que l'état de siège soit levé, mais cette fois-ci, cette table ronde va justement réunir les autorités militaires, la société civile, les autorités politiques, question de statuer dessus, voir si réellement ça a marché ou pas. Alors, Monsieur Loge, votre avis sur cette question, est-ce que vous pensez que depuis l'instauration de l'état de siège jusqu'à ce jour, il y a évolution, justement, en ce qui concerne la sécurité à l'est de notre pays? Directement, j'aimerais vous faire comprendre une chose, peut-être nous avons tous oublié. Vous savez pourquoi le M23 a attaqué la RDC avec le Rwanda? À cause de l'état de siège. L'état de siège étant un succès, le Rwanda a été obligé de revenir en RDC sous encore une forme M23. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a instauré l'état de siège, il y avait des groupes armés par-ci par-là dans l'est de la République démocratique du Congo, et ces groupes armés pillaient au fait nos minéraux pour envoyer ça au Rwanda. Mais avec l'établissement de l'état de siège, ces groupes armés n'avaient plus de moyens pour faire leur business avec le Rwanda. Donc le Rwanda, voyant cela, s'est dit non, maintenant je dois entrer officiellement en RDC. Je dois attaquer la RDC. Et c'est comme ça que le Rwanda a attaqué la RDC. Donc pour moi, les gens doivent comprendre que cette agression que nous avons venant du Rwanda est un résultat du succès de l'état de siège. Mais seulement ici, si on veut que l'état de siège évolue, il faut maintenant repenser l'état de siège. Parce que l'état de siège au départ, ce n'était pas contre le M23. L'instauration de l'état de siège était contre les différents groupes armés, jusqu'à ce que ces groupes armés se sont retrouvés à Nairobi pendant les négociations, comment il fallait maintenant les réintégrer dans la société. Maintenant, quand le Rwanda a vu ça, le Rwanda a dit mon programme est fini. Tshisekedi, avec son gouvernement Union Sacrée, ils ont détruit mon projet. Ils ont détruit mon économie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois alors entrer moi-même sans passer par des Congolais. Maintenant je viens comme M23. C'est ça la situation. Donc pour moi, l'état des sièges est un succès. Et si vous voulez me demander par rapport à la table ronde, c'est que cette table ronde ne doit seulement tourner autour de l'adaptation de la situation aujourd'hui au niveau de l'Est, c'est qui est la présence du M23. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'état des sièges vis-à-vis le M23? Alors, monsieur, je vous dis que l'état des sièges a été un succès, mais pendant cet état de siège, on a vu Bunagana partir, une année, jusqu'à ce jour, entre les mains de M23. Mais c'est ce que je vous dis. L'état des sièges étant un succès, il fallait, et l'état des sièges étant un succès, a bloqué les affaires de l'Union Sacrée et de quoi ça du M23, de Kagame. Alors Kagame, se voyant en perte de vitesse sur tous les plans, parce qu'il a été bloqué partout, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant revenir, et c'est comme ça que Kagame a attaqué Bunagana. Et c'est comme ça que Kagame a utilisé aussi les multinationales qui sont éparpillées partout au monde avec certaines puissances pour nous imposer cette histoire d'embargo qui date de 20 ans. Mais grâce à l'état de siège, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a démontré à la face du monde que c'est le Rwanda qui existe, qui est à l'est du Congo depuis 1994. C'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser cette zone. Monsieur Loge, est-ce que vous pensez que l'état du siège a aussi eu quelques faiblesses? Pas du tout.
En tout cas, je vous dis la vérité, moi personnellement, quand je regarde, comme je suis en train de vous parler, lorsqu'on parle de l'état de siège, pour moi c'est un succès à 100%. Et donc l'idéal pour maintenir la paix, il faudrait encore maintenir ces décisions, maintenir ces régimes exceptionnels. Oui, mais il faut seulement réadapter cela par rapport à la situation actuelle. La situation a changé. On n'est plus dans la même situation lorsqu'on a adopté l'état de siège. Donc il y a eu quelques animateurs qui ne sont plus là, parce que grâce à l'état de siège, vous avez vu le Mwangachuchu et tout, certains généraux ont été arrêtés. Donc vous voyez, tout ça c'est grâce à l'état de siège. Mais maintenant, vu qu'il y a eu cette amélioration, l'état de siège en fait nous a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on peut dire facilement et clairement grâce à l'état de siège. Mais maintenant, est-ce qu'on doit se limiter là? Je ne pense pas. Il faut encore réadapter, aller au-delà de ce que nous avons comme résultat. Très bien, cette émission est terminée. Monsieur Loge, vous avez 2 minutes simplement pour la conclusion. Vous savez, il est toujours difficile pour moi de conclure, mais tout ce que je peux dire, je me sens toujours bien accueilli ici chez vous. Merci. CML TV et aussi d'ailleurs CML 13 plutôt. Et puis votre émission, pour moi, c'est une émission de référence. Merci. En tout cas, en tout ce qui concerne la politique dans notre pays, je ne peux que vous remercier et puis remercier toute la chaîne dans son ensemble, ainsi que le DG de la chaîne. Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir également pour nous si cette émission, en tout cas, représente beaucoup pour vous, Monsieur Loge. C'est lui, notre invité, il est cadre du parti politique AFDC, le regroupement AFDC allié du professeur Modeste Bahatulukobo. Cette émission est terminée, comme je l'ai dit. J'étais avec Madame Tania à la co-présentation. Merci beaucoup. Merci Nathan. Et à vous qui nous avez suivis, ça a été un plaisir. On se retrouve demain, certainement, avec un nouvel invité. Il s'agira du porte-parole du parti politique Alliance pour le changement. Cette fois-ci, on va écouter ce qu'il va nous dire. Il est porte-parole du parti politique de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Il sera en procès aujourd'hui même, certainement à midi déjà. Et après, on va l'entendre et voir ce qu'il a aussi à nous dire, certainement concernant les élections. Alors, le plaisir a été pour moi d'avoir présenté cette émission. Bonne journée chez vous. Au revoir.